Dans cette vidéo, les amis, j'ai le plaisir de recevoir Jean Rotner, ancien médecin, ancien maire de la ville de Mulhouse, ancien président de la région Grand Est. Jean Rotner est un homme inspirant qui, dans quelques instants, va vous partager des enseignements que, croyez-moi, vous ne voulez pas rater. Moi, c'est Sami Benzakour. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Chaque semaine, j'interviewe un dirigeant ou un jeune prodige pour parler de réussite, pour aider notamment les jeunes, mais également leurs parents. Je vous laisse avec l'interview. C'est parti. Bonjour, monsieur Rotner. Comment allez-vous? Ça va, Samy, et toi, en forme? Ça va, très bien. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Et tu respectes pas une règle déjà, tu m'appelles Monsieur Rotner. Eh ben, je vous tutoie après On ma va se question. tutoyer et mon prénom c'est Jean. Excellent, excellent. Bah, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui et d'où est-ce que tu viens? Eh bien, écoute, j'ai 58 ans, j'ai été dans ma vie professionnelle médecin et chef de service des urgences et du SAMU ici à Mulhouse, où j'habite toujours. J'ai été ensuite appelé à embrasser une carrière publique, à faire de la politique, comme maire de Mulhouse, puis comme président de la région Grand Est. Et j'ai décidé bien d'abandonner la politique, d'abandonner la vie publique pour me consacrer à l'entrepreneuriat. J'ai exercé pendant 2 ans dans une société nantaise où j'ai appris les joies, les forces et les difficultés d'une entreprise privée. Et aujourd'hui, je suis à mon compte avec la création d'une entreprise qui conseille à la fois le monde public comme le monde privé pour qu'ils puissent mieux se connaître, être plus efficaces. Je crois à cette force du public et du privé et du public. Je conseille des chefs d'entreprise également, je les accompagne pour permettre à la fois, souvent un chef d'entreprise est seul. J'ai connu ça quand j'étais dans les fonctions que j'occupais. Et aujourd'hui, bien être à côté d'un chef d'entreprise, le conseiller, l'aider, lui permettre souvent d'ouvrir un petit peu ses perspectives quotidiennes, bien ça peut leur faire du bien. Excellent, excellent. Donc, tu as eu plusieurs vies professionnelles. T'as J'ai été... eu plusieurs vies professionnelles, plusieurs engagements. Ils ont toujours été sincères, forts, entiers. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris humainement. J'ai chaque fois été obligé de me remettre en question, remettre en cause. Et j'ai pris, c'est vrai, une décision qui est forte, une décision radicale en 2022, qui était celui de quitter la vie publique. Et ça avait aussi c'était une décision très personnelle, puisque ma famille avait beaucoup supporté de ma vie professionnelle antérieure. Et aujourd'hui, dans un rythme différent, dans des perspectives différentes, ben je me consacre à la fois à ma famille proche, à ma famille un petit peu plus éloignée, à mes amis, mais aussi aujourd'hui à mes petits-enfants, à mes enfants. Et c'est quelque chose d'important pour moi parce que ça construit. Le fait d'être aligné entre ce que tu as dans les tripes, ce que tu as dans le cœur et ce que tu as dans le cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Il me fallait retrouver cet équilibre et ce dialogue familial. Excellent, excellent. Bah, ça, on pourra y revenir par la suite, mais avant tout, j'avais une question. Donc, tu as été médecin urgentiste, tu as été maire de la ville de Mulhouse, tu as été également président de la région Grand Est et plus récemment donc dans le monde de l'entreprise et l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui a été le plus formateur pour toi entre la vie, le plan médical et le plan politique, d'abord? Mais je crois essayer de rester moi-même dans chacune de ces fonctions. C'est ça ce qui est essentiel, c'est de rester sur tes valeurs. Et Dieu sait que souvent le bateau secoue. Parce que quand tu es médecin urgentiste, l'urgence c'est tous les instants. La crise, les catastrophes peuvent survenir à n'importe quel moment. Donc il faut être prêt, il faut être excellent, il faut travailler. Quand tu fais de la politique, que tu sois maire ou que tu sois président de région, tu es aussi chef d'une entreprise publique. La région, c'est 7 500 collaborateurs, donc c'est pas rien. Euh, et chacune m'a apporté, chacune m'a obligé finalement à chaque fois, non pas repartir de zéro, mais partir d'un degré où j'étais obligé de travailler, de me former, de comprendre de manière extrêmement rapide pour être le plus performant possible. Ok, ok. Tu as parlé aussi de crise avant. C'est vrai que pendant qu'il y a eu la crise du Covid, tu étais président donc de la région Grand Est. Oui, j'étais président. C'était une période compliquée, Ouais. difficile naturellement parce que humainement et Mulhouse, c'était médicalement, c'était l'une des premières villes voilà. qui était touchée, justement. Je Qu'est-ce crois que Mulhouse a été probablement ouais.
Oui, Mulhouse a été probablement une des villes les plus touchées en France, mais à côté de nous, il y a Colmar, Strasbourg en Alsace qui ont été touchés. Ensuite, ça a diffusé un petit peu vers la région parisienne en traversant la Lorraine ou d'autres régions. Mais c'est vrai que la crise du Covid a été un élément extrêmement fort, une crise majeure pour notre pays, pour l'Europe et président de région. Mais comme médecin, c'est vrai que j'y ai joué un rôle comme d'autres. Je parlais des responsabilités qu'il faut prendre à un moment donné, la nécessité de franchir certaines portes parce que les circonstances sont celles qu'on a connues. Eh bien, il faut pas hésiter. On est là pour être au service des autres. On est là pour ouvrir parfois aussi sa bouche parce qu'on a un pouvoir de parole, on a un devoir de parole et c'est vrai que j'ai exprimé, ça n'a pas toujours plu, mais j'ai dit les choses telles qu'elles étaient, telles que je le pensais, telles qu'elles devaient peut-être être organisées, en tout cas a posteriori. On a eu un soutien massif de l'État, on a eu un soutien massif de la population. Ça fait 5 ans, jour pour jour, que nous étions touchés et qu'on était peu ou prou dans le confinement. Le premier malade est rentré en réanimation le 2 mars à l'hôpital de Mulhouse et ça a été, c'est vrai, un véritable tsunami, un rouleau compresseur viral qui est arrivé sur notre ville et on a eu une solidarité nationale et internationale extrêmement forte. Ok, ok. Et aussi, maintenant, une autre question que j'avais. Donc, il y a 2 ans, tu m'as dit que tu es allé vers le monde de l'entreprise, tu as quitté la politique. Est-ce que c'était vraiment par fatigue ou est-ce que c'était un besoin, juste changer d'ambition, aller vers de nouveaux horizons? Qu'est-ce qui t'attirait en fait dans ce monde-là de l'entreprise? Non, je crois que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est arrivé un moment où je devais là aussi à mes proches, à ma famille, un retour des efforts qu'ils avaient faits vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes engagements publics et de mes engagements professionnels. D'où ce choix finalement de me retirer d'une vie publique. La vie publique, c'est pas simple tous les jours, pour soi-même certes, mais c'est un choix personnel. Mais on impose aussi à ses proches une pression, une visibilité qui est parfois compliqué à vivre. Et puis j'ai eu à cette période-là, je suis devenu grand-père et ça a été aussi quelque chose d'extrêmement important pour moi et dans le dialogue que j'ai pu avoir avec mes enfants, ils me disaient souvent aussi, certains me disaient, tu sais, quand tu es avec nous, c'est comme si tu n'étais pas là parce que tu es toujours un cerveau qui continue à travailler, tu as le téléphone qui te dérange. Donc pour mes petits-enfants, j'ai voulu être finalement un grand-père totalement à l'écoute, disponible. Et en même temps, je suis mieux devenu disponible pour mes enfants, pour mon épouse. Excellent. Donc, aller dans un monde qui te permettrait d'être plus flexible. Voilà, plus flexible, organisé différemment, organisé à ma main. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. J'en suis très heureux. Excellent, excellent. Et j'ai vu aussi que t'es rentré il y a, je crois, 1 an et demi, 2 ans, dans le groupe immobilier Realities. Qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, dans ce secteur-là de l'immobilier, en particulier? C'est d'apprendre là aussi, de redécouvrir un nouveau métier. J'ai toujours été passionné par les sujets d'urbanisme, de construction de la ville, et c'est une entreprise qui a connu une belle croissance, mais qui depuis a connu de vraies difficultés, et touchée par la crise de l'immobilier. Donc j'ai un peu voyagé avec Réalité pendant quelques temps, et depuis le début de cette année, je suis maintenant indépendant et entrepreneur indépendant. Excellent. Et tu peux nous en dire un petit peu plus, là-dessus, sur cette activité? C'est ce que je te disais en introduction tout à l'heure, c'est-à-dire Ouais. que je travaille autour de l'intelligence artificielle, je travaille autour de chefs d'entreprise qui montent des initiatives entrepreneuriales extrêmement intéressantes et à la fois mon expérience, ma connaissance du monde et du monde économique et du monde politique fait que ça peut faciliter parfois des tâches. Je conseille aussi des groupes plus importants sur leur stratégie. Et en même temps, je me nourris aussi de ces contacts multiples. Hier, tu vois, j'ai eu 3 rendez-vous assez intéressants, divers, qui permettent là aussi de réfléchir avec des entrepreneurs et de leur amener à un moment donné une expérience pour laquelle simplement la richesse du contact et la richesse humaine m'apporte tout autant qu'une fiche de paie dans une entreprise traditionnelle.
Et quel est, avec les entrepreneurs avec lesquels tu travailles et même les collaborateurs que tu avais avant dans Realities, la qualité que tu recherches chez eux? Qu'est-ce que tu cherches chez les autres, chez tes collaborateurs ou proches ou tes amis proches? Une envie de bouger, une capacité à se remettre en cause, la capacité de faire un pas de côté, de se dire que l'innovation, la rupture avec le train-train habituel est absolument nécessaire pour faire bouger une entreprise. Je trouve que ça, c'est quelque chose de nécessaire. Mais ça nécessite aussi du manager que j'ai été un degré d'écoute, la capacité de s'asseoir, d'entendre, de comprendre, de modifier les choses et de ne pas le faire de manière brutale, mais plutôt dans un accompagnement dirigé en redonnant du sens et de la valeur aux choses. Ouais, tu dirais que tu es vraiment dans l'impact également, de créer de l'impact. Oui, moi je crois vraiment à la force de l'humain, cette capacité finalement de transformer aussi, de, 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 de travailler sur soi-même pour progresser. C'est hyper important à l'heure où on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, où il y a beaucoup de peur par rapport à cette technologie qui évolue, qui se transforme. Mais je pense que plus que jamais, elle doit nous aider et elle doit nous remettre en cause également dans notre capacité de progresser. Nous sommes appelés les uns et les autres à faire progresser ce que nous sommes, notre connaissance, notre capacité finalement de réflexion, notre esprit critique. La machine peut nous y aider, mais ça veut dire aussi qu'il faut savoir ouvrir un livre, se forcer parfois à être dans le débat, à ne pas simplement attendre tout, mais à accepter aussi la contradiction. Le progrès vient là aussi de cette capacité de débattre. Nous ne sommes pas des clans les uns à côté des autres qui s'ignorent, mais bien au contraire, je pense que bien rassembler les gens pour un débat contradictoire fait toujours plus progresser que de rester vraiment dans quelque chose qui est apporté par les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle un peu l'économie de l'attention, l'économie de l'intention aujourd'hui, où notre esprit est un peu scrollé par les réseaux sociaux. Et c'est vraiment dommage. Et moi, je suis de ceux qui essaient, et on le voit sur certains de mes réseaux sociaux, d'apporter aussi une forme de réflexion aujourd'hui sur oui, ce que j'appelle vraiment l'esprit critique et peut-être non pas l'intelligence artificielle. Je sais que c'est un terme à la mode, mais plutôt l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce que aujourd'hui, à partir de ce que nous ressentons, de ce que nous sommes, eh bien, on peut manager. Ça, c'est passionnant. Excellent, excellent. Et t'as vraiment, donc bien sûr tes réseaux sociaux, je les mettrai en description. T'as parlé de tes réseaux sociaux pour ceux qui veulent te suivre. Et t'as aussi parlé d'une notion qui est très intelligente, c'est l'ouverture d'esprit. C'est le fait de rester ouvert à différentes perspectives, notamment dans des débats. Oui, c'est nécessaire. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, chacun se recroqueville un peu sur une forme de solitude. Alors, et on vante, ou certains vantent cette nécessité de retourner vers une solitude. Moi, je crois qu'il faut pas confondre solitude et isolement. La solitude, elle peut être bénéfique quand elle est organisée, parce que dans une journée, il y a des moments où on est seul, où on paresse, ou au contraire, on fait un travail vraiment intensif pendant 2, 3 heures. C'est ce qu'on appelle, par exemple, le deep working. C'est des choses extrêmement intéressantes. C'est des capacités de vraiment s'hyper concentrer sur un travail, sur une méthode, sur une lecture. Je crois que c'est important, ça fait progresser. À côté de cela, il y a, je trouve, moi, aujourd'hui, beaucoup d'isolement. Parce on se réfugie aujourd'hui devant son écran, devant des écrans de streaming, devant l'écran de son téléphone portable. Quand je vais à Paris, je me fais un devoir très souvent, enfin, de ne pas utiliser mon téléphone portable dans le métro pour regarder les gens, pour voir comment ils réagissent. Et je suis sidéré aujourd'hui, plus personne n'a un livre, tout le monde est devant son écran dans un wagon de métro. J'ai même vu l'autre jour, si une personne qui avait un livre, mais aux surprises, elle avait son téléphone portable posé dans le livre. Et elle était en train de faire les deux. Ça montre cette captation de notre attention par l'écran, par les réseaux sociaux. Et j'en suis victime aussi, comme tout le monde. Mais c'est vrai que ces moments, tu vois, je distingue solitude, créé aujourd'hui par un environnement, créé par un monde d'incertitude, créé par un monde qui nécessite que l'on s'en extrait pour justement revenir vers les autres. J'ai vu une statistique assez effrayante l'autre jour, je crois que le temps passé en famille aux États-Unis depuis une dizaine d'années a décru de 45%. Décru de 45%, ce qui est énorme.
C'est énorme. Donc ce temps à partager, ce temps de l'écoute, tu me posais la question sur l'entreprise tout à l'heure, y compris dans l'entreprise, de dire, OK, on va sortir de la réunion, on va sortir de nos écrans, on va boire un café, parler, s'écouter. Ouais. C'est Mm. quelque chose d'extrêmement important et j'essaie de le pratiquer en tout cas aujourd'hui dans le suivi que j'ai des entreprises qui m'ont Surtout demandé leur que, collaboration. ouais, surtout qu'en ce moment, il commence un petit peu à faire beau, pourquoi pas sortir devant, ouais, Bien bien sûr, bah, avec le temps, mais tu sais, même quand il fait froid, même quand il fait pas sûr. beau, Bien sûr, il y a une nécessité, une capacité bien sûr. d'échanger. Cette notion-là de vraiment entre solitude et isolement, elle est forte. C'est vraiment quelque chose de réel aujourd'hui. Oui, mais tu sais, l'isolement, je pense il devient de plus en plus mental aujourd'hui. Tu vas sur TikTok, les moyens de TikTok de visualisation de l'écran, c'est 8 secondes. Et ensuite, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Mm. Donc, c'est une forme de machine de dépendance qui a été créée par les réseaux sociaux. Et quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que quand on fait effectivement un travail profond, où on n'est pas dérangé par une alarme, un mail, on ne répond à aucun coup de fil. Ben, si on porte son attention sur un mail et si on y répond, on met 23 minutes pour se reconcentrer de manière totale sur le travail qu'on est en train de faire. Tu te rends compte du temps perdu, l'efficacité perdue par rapport à Juste, cela. ouais, ouais. Mais j'avais vu aussi une statistique, c'est que les niveaux en fait de dopamine chez les jeunes surtout, ils ont énormément diminué par rapport à la génération précédente. Le cerveau a vraiment besoin d'être stimulé en permanence, notamment avec le scroll. Aujourd'hui, quand je mets un adolescent moyen devant TikTok, eh ben il passe peut-être 2 3 secondes sur la vidéo avant de scroller. Oui, mais oui, je te disais, le temps moyen, je crois, c'est de 8 secondes mesuré aujourd'hui sur un écran. Mais bon, il y a les ados, mais ne jetons pas la pierre aux jeunes. Enfin, tout le monde est aujourd'hui dépendant Bien de sûr, ses tout le écrans. monde est- Il faut juste permettre à nos jeunes aujourd'hui, on parle beaucoup de la génération alpha qui arrive, de la génération Z qui est en train de sortir, de leurs affinités, de leurs envies. Moi, j'ai été en relation avec une jeune entreprise, d'ailleurs, une start-up qui est à Station F en ce moment et qui, justement, se charge d'essayer de faire comprendre aux entreprises comment on aborde les jeunes générations. Et je trouve assez génial leur concept. C'est deux jeunes femmes qui sont hyper dynamiques et qui permettent justement d'accompagner aussi, parce que on dit souvent les jeunes sont instables, ne restent pas souvent dans l'entreprise, mais il faut leur donner des responsabilités, il faut les mettre en perspective. Certaines entreprises le font merveilleusement bien, d'autres doivent comprendre un petit peu à la fois la crise peut-être des quinquas comme cette jeune génération qui monte. À chaque, je dirais à chaque classe d'âge, il y a une capacité et une nécessité pour l'entreprise de devoir s'adapter aux uns et aux autres, aux aspirations. Et là aussi, être dans le conseil, c'est bien comprendre tout cela et être dans le dialogue avec ces jeunes entrepreneurs comme avec des classes d'âge parfois plus âgées qui aujourd'hui eh bien, voient l'arrivée de l'intelligence artificielle avec un peu de difficulté parce que des jeunes de ton âge, des jeunes entrepreneurs de ton âge, vous êtes complètement natif avec l'intelligence artificielle. Des gens de ma génération, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Et t'as parlé avant de Clémence et Roman. Oui, je vois Ben, que tu les connais. ben oui, je les connais. Justement, grâce à le fait que tu m'aies mentionné la dernière fois, j'ai parlé avec Clémence et j'ai rejoint leur groupe. Du coup, je mettrai également Ah, ça. super, félicitations, Ouais. félicitations. Mais c'est très bien, c'est très bien. Bon, Je les c'était juste pour la petite Bah, parenthèse. tu les mettras en lien parce que ça leur fera Bien plaisir. sûr, Et j'invite en tout cas ils font un travail celles et tous vraiment. ceux qui nous écoutent à les découvrir parce que sont assez formidables. Ouais. Et juste pour revenir donc au sujet, tu as parlé également des écrans, du fait que, notamment dans l'entreprise, le fait que les gens n'arrivent pas à se reconnecter entre eux. Quels conseils tu donnerais aujourd'hui à certaines entreprises pour arriver à déconnecter et créer des moments de partage? Oh, ça s'organise de manière très simple, hein. Un partage, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être un café, ça peut être un moment d'écoute, ça peut être un moment sans écran, ça peut être une organisation différente de la tradition française du PowerPoint.
Certaines grandes entreprises travaillent à partir d'une note préalable écrite, sans écran, avec des moments de silence avant d'entrer en réunion, de telle manière à ce que tout le monde s'imprègne. On a une grande tradition aussi de la réunion et de la réunionnite en France. C'est des choses qui doivent aujourd'hui se transformer avec une organisation peut-être nouvellement réfléchie de l'entreprise. Tout ne se fait pas en réunion, tout ne se fait pas forcément à distance en visio. Il y a le présentiel qui est important aussi. Donc ça, c'est à un moment donné, ça se pose, ça se met sur la table. Mais ça vient aussi d'une écoute active de tes collaborateurs qui disent voilà ce que je regrette, voilà ce que nous pourrions changer. Ok, mais c'est toi qui vas le changer. C'est toi qui vas en être responsable. C'est pas plus moi que toi. C'est bien ta proposition, moi, elle me va. Ben, je te fais confiance, banco, vas-y. C'est cette capacité finalement d'introduire de la confiance, de la responsabilité, de la délégation, qui est importante, je crois, dans la nouvelle, dans les entreprises aujourd'hui qui tournent bien. Ok, ok, ben merci beaucoup. Est-ce que tu dirais que dans toute ta vie professionnelle, entre la médecine, la politique, l'entreprise, t'es resté fidèle à ces valeurs-là? Ah, mais écoute, oui, j'estime que je suis resté fidèle, même si la vie te transforme. Et je ne pense plus comme je pensais à ton âge, ça c'est certain. Et que passé la cinquantaine, on commence à cocher les cases, celles qu'on a remplies, celles qui restent encore à remplir et celles qu'on ne remplira peut-être plus. Donc, ça nécessite de prioriser des choix. Je t'expliquais, j'ai expliqué dans ton émission depuis le début pourquoi j'en avais fait un qui était assez radical et majeur dans ma vie. Donc, oui, je crois qu'il y a un fil rouge qui est celui de l'engagement, de la passion, du temps passé auprès des autres. Tout ça, c'est des valeurs qui ont toujours compté pour moi et qui continuent à l'être. Ok, ok, bah très bien. Bah on peut finir sur cette partie un petit peu entreprise et ta carrière. Et j'avais justement une autre question avant. T'as parlé justement de tes enfants. Et en fait, j'avais cette question-là, c'est comment tu as réussi à conjuguer ta vie professionnelle qui était vraiment très riche et en même temps avec le fait d'élever des enfants. Mais je crois que j'ai eu une famille formidable qui a toujours compris, supporté et encouragé mes choix, que ce soit ma femme, que ce soit mes enfants, mais de manière plus large aussi, mes amis, mes parents. Euh, pour autant, je crois que là aussi, comme parents et à deux, comme responsables familiaux avec ma femme, on a toujours encouragé nos enfants. On les a mis dans des possibilités de faire leur choix, de se nourrir intellectuellement, d'être accompagnés, mais aussi parfois de dire non et de leur expliquer pourquoi. Et je crois qu'il faut savoir dire non à ses enfants, savoir parfois contester leurs choix. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont grands adultes engagés et qu'ils mènent leur vie que pour autant je me tais. Il faut que je dise les choses avec parfois un peu plus de distance, avec un peu plus de hauteur. Mais eux, comme moi, on est en capacité, on a toujours été en capacité de se parler franchement et en transparence. Mm. Et je pense que c'est ce qui les a nourris. Ouais. Et j'allais en fait justement te poser la question, c'est qu'est-ce que tu as appris dans ta vie professionnelle que tu as essayé justement de leur transmettre. Tu as parlé de cette capacité-là aussi à dire non, à les aider. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ajouterais d'autre? Il faudra leur demander, mais non, je crois que euh, la capacité à s'engager, à élever des enfants, à être honnête avec soi-même, à être clair et transparent vis-à-vis de ses proches, comme vis-à-vis de ceux qui vous entourent et qui vous font confiance, c'est quelque chose d'important. C'est ces valeurs-là, je pense, simplement d'humanité je pense, ils ont aussi aujourd'hui en eux, et surtout cette confiance et cette liberté qu'ils doivent avoir pour être eux-mêmes heureux. C'est ça qui compte et c'est ça qui est essentiel. Et si avec ma femme, nous réussissons à leur permettre justement dans leur vie d'adulte ou à leur avoir permis dans leur vie d'adulte, eh bien de faire des choix éclairés, ben, je pense qu'on aura réussi notre mission. Ouais, et je sens que tu as essayé de leur transmettre aussi cette volonté
de changement, d'être moteur du changement, d'avoir de l'impact aussi. Mais chacun est différent. Donc chacun le vit de manière différente. Je pense qu'aucun ne le vivra dans la vie publique. Mais dans leur engagement à la fois familial et professionnel, ils ont aujourd'hui, je pense, oui, les atouts pour bien vivre et mener une belle route de vie. Et quel conseil tu donnerais à des parents qui eux aussi élèvent leurs enfants et à leur donner cette capacité-là aussi d'être moteur, pas forcément dans la vie publique, mais aussi d'élever des enfants qui sont conscients d'eux-mêmes, qui savent se remettre en question. Quel conseil tu leur donnerais basé sur ton expérience? Les écouter, les ouvrir au monde, les confronter parfois à certaines réalités difficiles, sa- savoir, encore une fois, savoir aussi dire son désaccord avec un certain nombre de choses, les expliquer. Parfois c'est rude, parfois c'est dur, parfois c'est difficile, parfois il faut y revenir. Mais petit à petit, je pense que un jeune réfléchit. J'ai été très marqué là ces derniers jours. J'ai regardé un film sur Netflix, une mini-série qui s'appelle Adolescence. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais qui montre à la fois toute la difficulté d'être parent, toute la difficulté d'être adolescent, toute la difficulté d'être dans la société que l'on vit aujourd'hui, et parfois les forces et les faiblesses de ce que l'on est simplement, c'est-à-dire des femmes et des hommes. Et ça, c'est... Enfin, moi, j'ai été très touché par ce film. Beaucoup autour de moi qui l'ont vu ont été très sensibles là aussi à ce qu'il exprime, à ce qu'il dit sur la difficulté, sur les difficultés que je viens d'exprimer également. Il a un jeu d'acteur absolument merveilleux, donc je le recommande vraiment parce que je pense qu'il explique beaucoup de choses et l'attention que l'on porte à ses enfants et que les enfants doivent porter à leurs parents, le fait d'être une famille, c'est pas toujours simple dans la vie parce que les embûches sont là, parce que les difficultés sont là, parce que on vit dans un monde complexe, fragile, avec des inquiétudes, avec et malgré ça, il faut être résistant, il faut être résilient, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, revenir souvent à la charge. Mais pour ça, il faut avoir l'attention des autres, le sens des autres, et souvent une forme d'intuition qui est de détecter les signaux faibles. Et ça, qui que l'on soit, il faut... Ouais, détecter les signaux faibles, je disais chez l'enfant. Oui, tu sais, chez tous ces interlocuteurs, et chacun exprime d'une manière ou d'une autre, corporellement, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il exprime. Parfois les choses à côté desquelles on passe, et pourtant il faudrait pas qu'on passe. Je parlais tout à l'heure de cette nécessité de dialogue, de sortir justement de ce monde des écrans. Bah, c'est aussi de se retrouver face à des gens qui réagissent, qui interagissent avec toi, qui expriment ou qui te font passer des messages. Ça, c'est important. Ouais. Et t'as parlé aussi d'avant de l'adolescence et des jeunes. Quel conseil aujourd'hui tu donnerais à un jeune qui a, ou même aux jeunes de toi-même qui avait peut-être 17, 18 ans, quel conseil tu te donnerais à toi-même pour avancer? Oser et savoir qu'on ne sait pas tout. Qu'on ne sait pas tout. Plus tard, on ne sait pas mieux. Mais on a franchi un certain nombre d'étapes qui nous ont fait découvrir plein de choses qu'on ne connaît pas parce qu'on ne peut pas le connaître à 17 ou 18 ans. Il y a plein de métiers, moi qui, à 17-18 ans, je ne connaissais pas et que j'ai découvert beaucoup plus tard. Plein de possibilités finalement que je ne pouvais pas envisager à cet âge-là et qui plus tard se sont proposées à moi. Dans ces moments-là, il faut jamais hésiter à franchir la porte. Parfois à pousser même un petit peu avec l'épaule la porte pour qu'elle s'ouvre bien et qu'on puisse bien franchir le seuil. Donc ne pas hésiter, il faut oser, il faut ne pas avoir peur, cette anxiété du lendemain, mais se dire bah, quand on est entrepreneur de sa vie tous les jours, mais ça nécessite de bosser. Rien n'est gratos. Ça veut dire qu'il faut, oui, énormément travailler, il faut passer du temps, il faut s'ouvrir, il faut lire, il faut découvrir, il faut. Alors on peut lire sur Internet, on peut lire sur un bouquin, on peut lire plein de choses, mais il faut se nourrir, il faut progresser, il faut avoir envie d'aller vers les autres, il faut avoir cette capacité de dialoguer, de sourire à la vie qui s'offre à soi et parfois c'est là aussi on tombe, ben, on se relève et on repart. Donc voilà, la situation de 17 ans, c'est pas la situation de 30, de 40, de 50 ou de 60. C'est toujours, ouais, Mais il y a et on, l'espérance. ouais, et on avait toujours parlé de cette notion avant, c'est vraiment rester ouvert à différentes perspectives.
Ouais, toujours être un peu comme un radar. Il y a des perspectives qui s'ouvrent et il faut les saisir, il faut les prendre, il faut Ouais, y aller. Moi, le fait que tu me proposes aujourd'hui échange. cet enregistrement, cet échange, moi, j'ai trouvé ça sympa. Parce que je le dois aussi. Je le dois à la fois aux jeunes qui peuvent bénéficier de mon expérience. Je le dois à ceux qui m'ont aidé à un moment donné lorsque j'avais ton âge et qui ont fait exactement la même chose d'une manière différente parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Mais voilà, je pense que l'on doit du temps aux autres. Hmm. Ok, ok. Bah, dernière question et on termine. Pour finir, justement par rapport un petit peu à l'intelligence artificielle, un milieu dans lequel aujourd'hui tu travailles beaucoup avec tous les jours. J'avais justement une question, c'est comment est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle elle impacte les jeunes, elle impacte aussi les plus âgés, mais notamment aussi on a beaucoup parlé de savoir et de volonté d'apprendre. Comment tu penses que l'IA elle change l'apprentissage et l'accès au Euh, savoir? je pense qu'on est à l'âge de Minitel pour l'intelligence artificielle, pour ceux qui ont connu le Minitel. À l'époque, on a trouvé ça absolument génial. C'est une manière de communiquer, d'échanger. Il y avait les premières messageries, il y avait tout ça. Mais quel outil rudimentaire ça a été quand on compare ce Hmm. qui est dans nos mains aujourd'hui. C'était vraiment un dinosaure de la messagerie. On était très fiers et on était omnibulés par ce sujet-là. Donc, il faut être conscient que l'IA, on n'est qu'au début. Qu'au début, aujourd'hui, il y a de vraies questions qui se posent, au-delà de celles que tu as énumérées, mais c'est la puissance de calcul, comment est-ce qu'on l'augmente? C'est la capacité énergétique d'absorber cette puissance de calcul. C'est demain la robotique qui va arriver grâce à l'IA, et la robotique pas simplement industrielle, la robotique domestique. Et c'est aussi beaucoup de questions sur la confidentialité aussi. On commence à donner vrai. Et je vais y arriver, si tu veux, tous ces sujets-là sont des sujets qui sont sur la table, qui progressent tous les jours, et on voit chaque jour, il y a une nouvelle annonce qui est faite. Sam Altman a même dit que le fait d'ouvrir la capacité aujourd'hui de créer des images sur ChatGPT et de faire fondre leur serveur, ça montre l'engouement Justement, il a fait pour aussi. Ouais. Justement, et il a fait aussi. chaque fois qu'on fait une image un peu inutile, on consomme aussi de l'énergie, on consomme de l'eau, on consomme de l'électricité. Donc, soyons responsables. Et je reviens du coup sur ta question en disant, bien, il faut être aussi responsable sur l'apprentissage, sur la capacité de bien gérer cet outil qui ne doit rester qu'un outil et qui doit nous permettre de progresser. Progresser dans les sciences. Aujourd'hui, regarde la recherche sur les protéines, sur l'ADN, sur le séquençage de l'ADN a progressé de manière enfin, gigantesque grâce à l'intelligence artificielle et grâce aux moteurs de recherche, au machine learning, à tous ces éléments-là. Ça a progressé ces dernières années de manière extrêmement forte. La question qui se pose, c'est est-ce que les acteurs de l'IA et les consommateurs de l'IA bien, vont être dans le même jeu finalement de producteurs et consommateurs et hyper consommateurs, souvent pour des choses qui ne nécessiteraient pas. Donc il faut que ça reste un outil de progrès, mais ça nécessite, enfin moi je l'utilise comme ça en tout cas, souvent comme une base de départ qui va me permettre d'aller chercher des concepts que je ne connaissais pas forcément et que je vais aller travailler pendant quelque temps, voilà, sur Internet, sur un bouquin, tout seul, dans un moment aussi de réflexion, dans un moment d'échange avec d'autres acteurs d'un domaine particulier qui m'intéresse et que je ne connaissais pas et que l'intelligence artificielle me fait connaître. Ça, c'est par rapport au LLM que l'on a quotidiennement, mais l'intelligence artificielle, c'est bien plus que ça. C'est aujourd'hui des outils qui, en termes de médecine, en termes de science, en termes de génétique, en termes d'éducation, en termes d'industrie, en termes, vont nous faire progresser, vont nous faire gagner du temps, mais il faut, là aussi, c'est une question philosophique. Est-ce que ce temps va être simplement de l'argent et on va demander encore plus à une chaîne humaine de production, eh bien, de produire différemment, autrement, ou est-ce que le temps finalement que le travailleur ou l'utilisateur de l'intelligence artificielle va pouvoir consommer, eh bien, c'est peut-être de lui permettre
permettre d'effectuer d'autres tâches sur son lieu de travail, d'être plus dans une stratégie là aussi de diminution d'un certain nombre d'efforts pour être plus dans une production à la fois intellectuelle, de recherche, d'organisation différente et mieux recherchée, mieux ciblée. Ce sont de vraies questions. Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de celles-là. Il faut se les poser. Je suis frappé, en tout cas dans les échanges que je peux avoir sur certains réseaux sociaux, de la nécessité de plus en plus forte de ne pas être simplement dans la technologie ou dans l'utilisation d'outils, mais aujourd'hui vraiment dans cette réflexion humaine et dans, je le redis, dans cette pensée critique que nous devons avoir par rapport à l'IA, mais par rapport à notre organisation, à notre société, aux transitions que nous effectuons en ce moment. Et ne pas trop valoriser justement aussi l'outil. Ouais, mais l'outil est sympa, il est là, Bien sûr. voilà, Mais on l'utilise comment aussi tous il m'aide à collectivement. avancer. Ouais. Mais tu sais, quand on va arriver à l'ère aujourd'hui des agentiques, où on va avoir un super agent qui va piloter d'autres agents, qui va être le chef d'orchestre finalement, et qui va même être dans la préséance parfois d'un certain nombre de nos envies. On aura quelqu'un qui nous écoutera pratiquement 24 heures sur 24 parce qu'on lui aura donné l'autorisation et qui le soir, eh bien, on verra tes messages, te fera une synthèse de ta journée, on verra le lendemain tes messages automatiquement à ceux qui tu veux souhaiter l'ordinateur. On est vraiment l'anniversaire, pardon, on est vraiment tout au début, balbutiement d'un certain nombre de services ou d'usages. Et moi, je suis frappé encore du nombre de collectivités, d'entreprises, de personnes que j'ai en face de moi qui me disent, mais l'IA c'est bien, mais je sais même pas par où commencer parce que c'est compliqué à comprendre et à en voir toutes les perspectives. La première des choses, c'est apprendre, c'est se poser, c'est de bien comprendre les bonnes utilisations de la machine et d'être accompagné par des gens qui savent. Bah écoute, merci beaucoup Jean pour ce très bel échange qu'on a eu ensemble, riche, sincère. Merci beaucoup pour ton temps. Eh ben, merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Je tenais à vous rappeler que la prochaine vidéo sera postée samedi prochain à la même heure, le 12 avril. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas la rater. Les amis, c'était le 2e épisode de Talk avec Samy. À samedi prochain.